Chers abonnés d'Omerta, bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouveau grand entretien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Yves Rougeron, bonjour, Bonjour. pour un nouveau grand entretien d'actualité. Avant de démarrer, je vous rappelle plusieurs publications à vous procurer d'urgence. D'abord, le magazine Omerta, consacré au retour de Donald Trump et à la campagne électorale américaine, magazine dans lequel Pierre-Yves est contributeur. Et puis, deux publications. D'abord, le dernier numéro de ta revue consacré à la souveraineté énergétique aux éditions Perspectives Libres, et puis le dernier roman, C'est le roman Jaune, oui, le roman jaune d'Éric Desmond sur l'état de la France. est disponible aussi Aux éditions Perspectives Libres, toujours. Ok. Pour cet entretien d'actualité, il faut qu'on démarre avec l'actualité internationale, puisque c'est un de tes sujets aussi de préoccupation et d'études. Là, on est peut-être à 48 heures d'une intervention de l'armée israélienne dans le sud Liban. Comment est-ce que tu vois les développements de cette affaire libanaise ? Cette région restera un épouvantable gâchis. Tu vois, tu as une ou deux questions géopolitiques majeures derrière ce qui est en train de se faire, parce que tu as des revirements qui sont potentiellement, je dis bien potentiellement, en cours. Tu vois, je pense qu'il faut partir très rapidement du 7 octobre, vu qu'on va avoir l'anniversaire dans quelques jours. Tu vois, je pense que à partir du 7 octobre, à la fois pour des raisons de politique intérieure liées à la fragilité du Premier ministre Benjamin Netanyahou, liées à des volontés de l'état-major israélien qui sublime depuis l'été 2006 la vengeance contre le Hezbollah, parce que Tsahal pense avoir été vaincu dans la fameuse guerre des 33 jours, alors que c'est plus compliqué que ça. Il y a une désorganisation de l'outil militaire israélien au sud Liban, bien plus qu'une victoire écrasante du Hezbollah. Ça, si tu veux, c'est le Hezbollah l'a dit, mais ça, c'est de bonne guerre d'un certain côté, tu vois. Et du fait que, comme Israël ne peut pas panser les plaies du 7 octobre, parce que sinon, ça remettrait en cause une partie de son établissement, de son établissement politique. Tu vois, beaucoup d'Israéliens veulent une commission d'enquête sur ce qui s'est passé le 7 octobre par rapport à la fois à l'armée, mais surtout à la réaction gouvernementale. Netanyahou a eu, puisque c'est un homme qui est extrêmement doué pour survivre, il a d'abord fait la campagne de Gaza, qui, faut être honnête, est militairement discutable, parce que son but d'éradiquer militairement une organisation terroriste ou non, c'est pas la question. Tu vois, si tu veux, on peut les appeler terroristes. Il n'empêche qu'ils sont toujours là. Tu vois, si tu veux, la campagne militaire, qui a principalement frappé des civils, n'est pas arrivée en un an à exterminer le Hamas. Bon, même s'il y a eu de gros trous dans l'organisation. Première campagne qui a maintenu l'opinion pendant presque un an. Seconde campagne, régler le problème du sud Liban, donc du nord d'Israël, et potentiellement le problème, parce qu'à travers le Hezbollah, c'est l'Iran qui est en partie visé. Donc si tu veux, j'ai très peur que pour des raisons... Je comprends tout à fait qu'Israël veuille faire payer ses morts. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que on joue avec une stabilité régionale qui, pour nous, Français, peut nous revenir droit sur les godasses. Il faut quand même s'en rendre compte. Donner un exemple, il y a à peu près 22 000 franco-libanais qui vivent au Liban, mais combien y a-t-il de franco-libanais ou de libanais qui vivent en France ? Tu vois, nous, on peut avoir un retour de flamme assez rapide de tout ça. Donc, surtout que le Liban, qui était l'une des interfaces du Moyen-Orient pendant des décennies, qui ne peut plus l'être parce que c'est un État qui est ravagé. Aujourd'hui, ce rôle d'interface est tenu par les Émirats, par Dubaï et par différents autres petits États. Donc, c'est une des traces de la France au Levant qui peut disparaître avec le Liban. Tu vois, ça va avoir des effets dramatiques. Tu vois. Autre chose, les Israéliens, à travers, tu sais, la fameuse affaire des beepers, enfin,
ont démontré à la fois leur agressivité et leur technicité, mais ont surtout révélé quelque chose, c'est qu'il y a, je ne dis pas qu'elle aura lieu, mais il y a une tentation iranienne de normalisation. Et chez certains Iraniens, même de lâcher le Hezbollah. Tu vois, Haniyeh, tué en plein Téhéran, pas de réaction. Nasrallah, pas de réaction. Les commandos d'élite du Hezbollah qui ont été liquidés avant Nasrallah, pas de réaction. Tu vois, l'Iran essaye de calmer le jeu, à la fois pour des raisons techniques, elle sait qu'elle ne peut pas affronter les Israéliens, et aussi parce que l'Iran en a assez, tu vois, ça fait des décennies qu'elle est au banc de la scène internationale, et j'ai peur que, alors que diplomatiquement nous pourrions arriver à stabiliser la zone, les accords d'Abraham ont commencé, l'influence de la Chine a commencé, j'ai peur que pour toute cette affaire, pour cette affaire du Sud-Liban, on remette une pièce dans le jukebox de la déstabilisation régionale. Tu vois, je ne suis pas certain que ce soit le meilleur calcul pour Israël à long terme. À court terme, je le comprends. Mais à long terme, je ne suis pas certain que ça nous revienne pas sur les godasses à tous. Est-ce qu'il n'y a pas une tentation aussi israélienne? Parce qu'on sait que l'extrême droite israélienne est favorable à un projet messianique de grand Israël, c'est-à-dire un Israël dont les frontières aillent bien au-delà de ce qu'elles sont actuellement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une tentation peut-être et une fenêtre de tir pour s'installer durablement à Gaza et au sud Liban comme il y a 30 ans? Il y a le problème religieux que Benjamin Netanyahou a utilisé. Hein. Tu vois, le Netanyahou, sa grande force, c'est d'avoir le premier pensé à socialiser politiquement les ultra-orthodoxes par le nationalisme religieux. Donc Israël, pour des raisons démographiques, va aller de plus en plus à droite. Tu vois, le Parti travailliste a fondé Israël. Combien le Parti travailliste a de députés à la Knesset? 4. Bon, c'est terminé. Terminé, adieu Berthe. Or, une partie de Netanyahou est un homme d'une parfaite rouerie. Un, il joue avec le feu, il le sait. Deux, il n'est pas certain que pour l'avenir d'Israël, que le poids à la fois des nationalistes religieux et des quartiers noirs ne soit pas problématique à terme, parce que on ne gagne jamais rien à jouer avec des fanatiques religieux, quelle que soit la religion. Tu vois, ça peut être problématique. Et une partie de la campagne de Gaza, il faut être honnête, est faite pour aussi des raisons énergétiques, c'est-à-dire qu'Israël veut prendre la main sur les ressources au large de Gaza, en particulier les ressources de gaz. Bon, très bien. Est-ce que, pour tout ça, sous les yeux du monde entier, l'Occident s'y prompte à hurler dès qu'il y a un problème en Ukraine, dès qu'il y a un problème partout, on a tous regardé ailleurs. Ok. Le monde entier l'a vu. Là, aujourd'hui, des diplomaties très lourdes mettent Israël en garde. Là, je crois qu'il y a eu un échange, disons, doux-amer entre la diplomatie chinoise et Israël il y a quelques jours. Tu vois, l'Occident est en train de s'isoler derrière le mur de l'Ouest. Tu vois, et de voir s'éloigner le Grand Sud, d'accord, mais le Grand Sud, c'est la majorité à la fois des États, des populations, de la jeunesse et des ressources du monde. Donc, est-ce qu'on est bien conscient de ce qu'on est en train de faire? J'en suis pas certain. Et je suis là encore pas certain que de croire au Eretz Israël ou de croire à des coups d'opportunité type ce qui est en train d'avoir lieu à Gaza, je suis vraiment pas sûr que sur le long terme, ce soit profitable à Israël. Tu vois, je pense que ça peut se retourner contre eux, alors que si tu regardes bien ce que les accords d'Abraham étaient arrivés à faire, les Saoudiens étaient prêts à normaliser. Les Saoudiens et les Iraniens s'étaient normalisés par la Chine. Tous les États arabes ont été normalisés par le processus d'Abraham, à quelques exceptions près. On y était presque. Le Hamas, l'un des buts du Hamas, c'était de foutre en l'air les accords d'Abraham, vu qu'eux, ils ont été mis de côté de ça. C'est très net. C'est à ce moment-là où Donald Trump leur donne les Qataris comme tuteurs. Hein. Faut jamais l'oublier. On est à ça de pouvoir avoir une zone de coprospérité. La seule chose, c'est que si des grandes puissances arabes veulent se normaliser avec Israël, il faut qu'Israël veuille se normaliser avec eux.
Tu vois, la normalisation, ça a double sens. Tu vois, et je pense que c'est l'intérêt d'Israël. Personne ne détruira Israël. Tu veux détruire une puissance atomique, je pense qu'il faut se calmer. Et je pense qu'aujourd'hui, une partie de ce qui menace Israël est intérieure. Tu vois, alors qu'objectivement, personne n'a les moyens de détruire la puissance israélienne, donc il faut que les Israéliens soient calmes, soient rassurés là-dessus. La seule chose, c'est que pour le monde entier, les Européens et les Américains sont surdépendants d'un conflit qui, je le rappelle, est grand comme 3 départements français. Gaza, c'est grand comme le territoire de Belfort. Et par l'effet de fixation que nous faisons sur ce dossier, toutes les diplomaties mondiales voient que notre parole ne vaut rien. Donc on recule sur tous les sujets majeurs parce qu'on s'agrippe à ce sujet-là. On n'a pas fini de payer. Hein. L'addition va nous être présentée rapidement. Hein. On ne voit pas comment, sur ce dossier-là, nous avons reculé dans toutes les organisations multilatérales. La parole des Occidentaux ne vaut plus rien. Parce qu'il y a aussi un 2 poids 2 mesures, quasiment évident. D'ailleurs assez largement partagé sur la scène politique. J'entendais l'autre jour une interview du député Rassemblement national Jean-Philippe Tanguy qui justifiait la guerre préventive israélienne contre le Liban. Alors, ce qui est permis à Israël, cette guerre préventive permise à Israël, elle est condamnée quand il s'agit, par exemple, de la Russie. Est-ce que c'est pas ça qui est reproché par 80% des pays de la planète aux Occidentaux ? Si tu veux, en tout cas, à mes yeux, il y a, au-delà même du double discours, il y a une révolution géopolitique qui est en cours depuis au minimum l'entrée de la Chine dans l'OMC. Tu sais, pendant 2 siècles, l'Occident a été admiré, craint, imité, observé, mais n'a jamais fait pitié. Aujourd'hui, on nous prend pour des dégénérés. Oui, c'est vrai. Non, mais à un moment, faut. Si tu veux, le seul moyen de dévier le tir, c'est d'en prendre conscience. On nous prend pour des dégénérés, et en plus, notre parole ne vaut rien. Notre parole était crainte, notre parole était admirée, notre parole était parfois redoutée, mais on ne nous prenait pas pour des guignols. Là, on nous prend pour des guignols. Donc, si tu veux, je vais te donner un exemple. Quoi qu'on pense de l'affaire ukrainienne, on met Poutine en demeure de tas de trucs, on demande au pauvre chef d'État mongol, comme s'il avait que ça à foutre, de lui passer les bracelets quand il a envie. Non mais écoute, mais pour qui on se prend ? Tu vois, les mecs, on n'a pas les moyens on n'a même pas les moyens de se la jouer Colombo, là, on se la joue d'Éric. Non mais faut arrêter, quoi. Tu vois, on demande au pauvre chef d'État mongol, tiens, tu lui passes les bracelets quand il a. Et puis quoi encore ? Et alors que je rappelle, la Russie n'a pas, ou très peu, ciblé d'objectifs civils. Le nombre de morts civils en Ukraine n'est pas comparable au fait d'utiliser sur une zone comme Gaza les bombardements aériens. Moi, à titre personnel, je pense, sachant comment ça allait tourner, moi, ce que j'aurais voulu, c'est qu'on aide par un corridor humanitaire qui ne peut être que permis par l'Égypte, du moins temporairement, parce que je sais qu'ils iront jusqu'au bout. Là, tu vois, l'aviation israélienne ira jusqu'au bout et elle ne peut pas être contrée. Personne ne le fera. Oui, mais quand elle bombarde des camps de réfugiés parce qu'elle a repéré des cibles militaires, ça fait des dizaines ou des centaines de morts. C'est jamais relevé par la presse occidentale comme c'est relevé quand les Russes peuvent bombarder une école ou une maternité parce qu'il y a aussi des objectifs militaires. Et le problème, c'est que les observateurs de puissances qui ne sont pas anti-sionistes, il faut arrêter de rêver. Tu penses sincèrement que Xi Jinping se lève le matin avec « qu'est-ce que je vais faire pour qu'Israël n'existe plus ?» faut arrêter. Tu vois, il a 1,4 milliard de gens à nourrir. Enfin, il a autre chose à penser quand même, le mec. Et les observateurs chinois, hindous, russes, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent « vous voyez ce que vous laissez faire ? Ce que vous encouragez ? Ce que des tas de pays européens, je pense par exemple à l'Allemagne qui se rachète un sauf-conduit en donnant des armes, en se disant, vous voyez, on n'est plus si méchant que ça. Tout le monde se lave un peu son linge sale sur le dos de ce conflit.
tous les observateurs des pays anciennement en développement et qui aujourd'hui sont les puissances de l'avenir, disent écoutez, nous, on demande un ordre international multilatéral, déjà ça ne se fondera pas là-dessus. Vous vous rendez compte de ce que vous laissez faire ? Et après, vous nous emmerdez sur les Ouïghours, vous nous emmerdez sur l'Ukraine, mais vous vous prenez pour qui ? Tu sais, le gros souci, c'est que dans tous les dossiers, l'Occident s'est fossilisé, momifié. Tu vois, on parle de l'Iran comme si c'était l'Iran de Roménie, on parle du Moyen-Orient comme si on venait de faire tomber Saddam Hussein. Non, tu vois, on a au minimum 20 ans de retard sur tout ce qui s'est passé. Tu vois, Xi Jinping, c'est pas Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, il prend un pays qui sort de la révolution culturelle, qui sort du maoïsme, et il le fait entrer dans la modernité de force. Xi Jinping, il a la première puissance du monde dans les mains. Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait fermé les yeux il y a 25 ou 30 ans, on se réveille maintenant et on traite ces pays comme si on était dans Tintin au Congo. Ça va mal se passer. Hein. Tu vois, surtout qu'entre-temps, nous, on a perdu des capacités de puissance. Et ils le savent. Et sur le conflit israélo-arabe, ça se voit. Tu vois, la preuve, nous avons rétabli la censure chez nous sur ce dossier-là, sur beaucoup d'autres. Tout le monde le voit. Tout le monde le voit. On a tellement voulu jouer les marioles, on a fait des médias internationaux pour diffuser notre parole. Très bien, maintenant les gens nous regardent. Ils regardent ce qu'on dit, ils regardent ce qu'on fait. Et à cette épreuve-là, on recule à tous les coups. Notre parole vaut plus rien. C'est un changement majeur depuis 2 siècles. Si on n'en prend pas la mesure, alors tu me diras, il y a encore la parole américaine parce que tu as encore l'armée américaine. Ok. Pour le temps que ça durera. Mais en tout cas, les Européens, c'est out. Tous les Européens. La France aussi, malheureusement. Et les Américains, peut-être plus pour longtemps. Tu vois, si on ne prend pas, vraiment, hein, si on ne prend pas la mesure de cette révolution géopolitique, elle nous sera imposée. Pas de force, ils ne veulent pas se battre. Notre chance, c'est ça. C'est que les pays émergés ne veulent pas se battre avec nous. Ils veulent vivre dans un monde séparé de nous. Tu vois, c'est notre chance. Mais nous, on va aller les chercher, hein, tu vas voir. Et là, ça va nous coûter encore plus cher. Est-ce qu'au-delà des positions diplomatiques des uns ou des autres, c'est peut-être qu'on peut les appeler les BRICS, enfin ces gens qui nous regardent, qui ne font pas partie de l'Occident. Est-ce que quand ils voient un Emmanuel Macron qui s'agite, des histoires aussi comme Jean-Michel Trogneux, etc. Enfin, malheureusement, le monde entier a entendu ça. Donc, Est-ce que c'est aussi des choses, est-ce qu'il y a aussi des raisons pire que ça, plus personnelles qui leur parlent ? Non mais prenons un exemple. Un exemple qui là pour le coup est chiffré, tu vois. Parce que malheureusement, l'affaire Trogneux, depuis Owens aux États-Unis et quelques autres, maintenant ça fait le tour du monde. Oui, c'est ça. Donc, mais prenons un exemple qui est indiscutable. Les cérémonies d'ouverture et de fermeture des JO. Surtout la cérémonie d'ouverture où là on s'est surpassé. Tu vois, on est arrivé à cracher à la gueule d'1 milliard de chrétiens, gratos. De tous ceux qui vivent encore sous l'ordre naturel de la famille, ce qui veut dire 7 milliards de gens sur 8, à la fin, on a fait un truc qui était câblé pour parler à 2 arrondissements de Berlin, 3 arrondissements de Paris, 2 arrondissements de Londres et 3 arrondissements de New York. Non, mais c'est calculé, c'est un message qui est envoyé aussi au monde. Ah mais tout à fait, tout à fait. Le message, c'était le progrès, c'est nous et on vous crache à la gueule. Ok, très bien. Si tu comptes le nombre de pays qui ont interrompu en direct la retransmission, y compris des pays proches de nous géographiquement, y compris nos alliés, le Maroc, des pays proches de nous, quoi qu'on pense d'elle, l'Algérie. Quand on voit le nombre de pays qui sont allés jusqu'aux organisations internationales pour gueuler,
en disant, tu vois, et ce néocolonialisme-là, parce que là, il y a une marque néocoloniale, c'est-à-dire que nous irons jusque dans votre chambre à coucher pour vous normaliser à nos standards. Ce que l'ancien colonisateur, aussi critiquable soit-il, n'a pas fait. L'ancien colonisateur n'est pas entré dans les chambres à coucher. L'ancien colonisateur n'a pas réécrit les règles familiales. Là, tu touches à l'intime des gens. Là, tu les obliges à se défendre. Tu vois, quand tu arrives, aussi brutal que tu sois, et que tu apportes un minimum de progrès technique, la défense, elle vient dans un second temps. Tu vois ? Elle vient dans un second temps parce que d'abord, je ne dis pas qu'on profite, je dis que, bon, le colonisateur amène quelque chose, et tu t'adaptes à ça pour ensuite le retourner contre le colonisateur. Mais là, 1, t'apportes rien, 2, tu leur craches à la gueule, et 3, tu vas codifier leurs goûts familiaux, la manière dont ils élèvent leurs gamins. Est-ce qu'il y a pas, est-ce que dans ce mouvement que tu décris très bien, est-ce que finalement la locomotive, c'est pas Macron ? C'est l'une des locomotives, parce que si tu veux, alors heureusement, on a encore Trudeau pour pas. Tu vois, Trudeau, c'est notre paratonnerre, donc il faut qu'il reste. Tu vois, faut qu'il reste. C'est pire que Macron. Ah oui. Pour l'instant, c'est lui qui tient le haut du podium, parce que aussitôt que le Canadien à chaussettes, que le Caribou à chaussettes chute, c'est nous qui prenons la place du dégénéré en chef. Youpi, tu vois, tu vois, donc que Trudeau reste, au moins tant que Macron est là, tu vois, parce que ça évite qu'on soit lanterne rouge. Mais est-ce qu'on se rend compte, par exemple, du mal que ce qu'on a appelé la P1 au Quai d'Orsay, donc la priorité 1, donc la défense des droits LGBT, a fait aux positions stratégiques de la France. Et ce n'est pas dire du mal des LGBT. Quand tu arrives dans un pays, que tu fais semblant d'aimer la minorité, que tu dis que tu vas la protéger, premièrement, tu leur mets une cible sur le ventre. Ils t'ont rien demandé. Ils vont passer pour des traîtres et ils vont se faire bolosser. Parce que c'est comme ça que ça va se terminer. Parce que l'homosexuel baloutch ou iranien ou machin du quotidien, t'en as rien à foutre en fait. Toi, ce que tu veux, c'est utiliser le droit des minorités pour mettre tes pieds sur la table. Le problème, c'est que tu n'as plus les moyens de mettre les pieds sur la table. Tout le monde sait que, même si nous avons des soldats extraordinaires, que notre armée est une armée d'échantillonnage, que les Occidentaux ne supportent pas une goutte de sang, donc ils ne se battront plus, tout le monde le sait. Donc à un moment, quand tu n'as plus les moyens de jouer Tintin au Congo, il faut qu'on en rabatte moins avant qu'on nous en fasse moins rabattre. Tu vois, parce que là, nous avons une chance extraordinaire, Charles, extraordinaire. Nous avons des chefs d'État des pays émergents qui sont des mecs un peu épais, qui ont un peu d'âge, ce qui n'est pas le cas des nôtres, qui ont eu des vies pas toujours faciles. Tu vois, Vladimir Poutine, il est ce qu'il est, mais il a été 2 ans et demi chauffeur de taxi quand l'URSS se casse la gueule. Oui, ils ont une épaisseur, tu veux dire. Xi Jinping, il est né en disgrâce. Ok ? Donc, bon, c'est des mecs un peu épais. Donc, ils savent que l'ordre des choses est fragile. Et donc, ils ne veulent pas le détruire. Dans leur ombre est en train de pousser, c'est tout à fait normal, une plus jeune génération qui a vécu une vie plus facile à l'ombre des géants. Et eux, une partie d'entre eux, ils le cachent modérément, aimeraient beaucoup jouer le match retour contre nous, en disant, vous nous emmerdez depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans. Il est grand temps. Et on ne se rend pas compte, quoi qu'on pense de Vladimir Poutine, qu'il calme une partie des radicaux. Même chose pour Xi Jinping, qui est à la fois de la branche, on pourrait dire populiste du PCC, mais également qui essaye de maintenir les équilibres. Nous, on ne sait plus maintenir les équilibres. Nous, on a élu que des déséquilibrés. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on maintienne, nous ? Et nous, on est des gamins irresponsables qui jouons sur la patience de grands calmes, jusqu'au jour où les grands calmes partiront. Là, on aura des mecs qui ne seront pas aussi neuneux que les nôtres, mais qui sont des mecs qui seront déterminés. Tu vois, regarde comment la guerre d'Ukraine a été faite. Poutine aurait pu raser les villes, il ne l'a pas fait. Il aurait pu, il en a les moyens. Il aurait pu. Il y a des tas de choses que l'armée russe aurait pu faire, où elle s'est retenue. C'est peut-être pas la prochaine fois. Y compris d'essayer de bombarder le QG ou la résidence de Zelensky, finalement, comme ce qu'a fait Israël avec Nasrallah. Ils auraient pu tout à fait le tuer. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait, tout simplement parce que
ils restent des Westphaliens, ils restent des réalistes, ils restent des gens, tu vois, on peut dire ce qu'on veut de la diplomatie interétatique, mais elle maintient la force de l'Occident et l'équilibre mondial depuis 25 siècles. Preuve quand même que, si tu veux, que ça sert à quelque chose. Donc eux, ils restent dans un monde normal. Et dans un monde normal, tu ne dois pas viser la guerre religieuse, donc la guerre d'anéantissement. La guerre est un fait politique, codifié, où tu obtiens un but de guerre politique. Nous, on a une vision, c'est terrible d'ailleurs, on est gouverné par des chapons qui ont une vision messianique de la guerre. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne seraient pas capables de charger une arme pour la plupart et qui pensent que la violence est une assomption. Enfin, faut arrêter de déconner. Enfin, si tu veux, regarde la manière dont on dépeint les conflits. T'as le bien contre le mal, t'as le machin, un truc. Là, t'as Louis Sarkozy qui n'en peut plus d'être le fils de son père, qui le dit qu'il crève. Ok, d'accord. So what? Tu vois? Allez, admettons. Le Sud-Liban est rasé. Le Hezbollah est détruit. Ok. Super. Est-ce que Israël est assuré de vivre 20 ans, 50 ans, 100 ans en sécurité? Non. Donc, so what? Tu vois, le problème, c'est que comme on n'a pas de but politique, donc on n'a pas de stratégie. Donc on fait que de la tactique. Comme si on gagnait du temps, 10 minutes là, 15 minutes là, 2 jours là, 15 jours là. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, les vraies puissances, elles ont des buts stratégiques à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans. Là, on ne va pas vers le largage. On est déjà largué. Tu vois? Et là, c'est juste parce qu'eux ne veulent pas de la confrontation. Le problème, c'est que ce sera quoi le prochain coup? Ce sera quoi le coup de trop? Là, tu vois, Téhéran se retient parce que... Ils attendent la bombe aussi. Tu vois, parce que aussi, ils veulent sanctuariser leur territoire. Mais qu'est-ce qu'on fera la prochaine fois? Je rappelle que quand ils ont eu Nasrallah, ils ont rayé de la carte. Je crois qu'ils ont balancé plusieurs dizaines de haines de bombes, toutes chargées. Tu vois, de dizaines de kilos d'explosifs chacune. Ils ont rayé un quartier entier de Beyrouth pour l'avoir. C'était en bunker, en réunion avec plusieurs hommes de son état-major qui ont été tués avec lui. On a rayé un quartier d'une ville pour l'avoir. Ok. Maintenant, on va négocier avec qui? Avec un État libanais qu'on a nous-mêmes mis en faillite? Est-ce qu'on se rend compte que, d'accord, on a liquidé l'organisation, une partie de l'organisation Hezbollah, qui a encore ses 100 000 hommes, hein, donc ils ne sont pas morts. Hein. Est-ce qu'on se rend compte que aujourd'hui, le message qui a été envoyé au monde, c'est, vous voyez, si vous ne vous préparez pas à combattre l'Occident, voilà votre futur. Donc, tu vois, on ne fait que des coups tactiques, on a perdu toute intelligence stratégique, on n'arrive plus à avoir le respect minimum de l'autre pour faire un acte diplomatique. Prends nos amis israéliens, ils vont négocier avec qui la paix? Donc il n'y aura pas de paix. Et bien le souci, je vais te dire ce que c'est que quand tu n'arrives pas à négocier une paix, la paix, c'est pas un truc irénique. Hein. La paix, c'est une paix armée dans notre tradition. Donc ça t'oblige à te maintenir à niveau de défense. Tu vois, si oui, se passe même parabellum. Hein. Qui veut la paix, prépare la guerre. Prépare la guerre, pas la fait. La prépare. Tu vois, la paix, c'est pas un truc justement de chapon. Tu vois, c'est fait pour te maintenir à niveau. C'est un fait politique, la paix. Bon, là, il n'y a pas de paix possible. Donc ça veut dire qu'on doit se maintenir en état de guerre permanent. Mais regarde ce que c'est l'Occident on est en guerre depuis 2001, regarde ce que ça nous a fait. Tu crois que les autres n'ont pas vu qu'on s'affaiblit de jour en jour? Tu crois qu'ils n'ont pas compris qu'un bâtiment de guerre américain ne peut pas passer à côté des Houthis? Des Houthis. Tu as des Houthis. La plus grande armée que le monde ait connue, elle est terrorisée par les Houthis. C'est-à-dire des mecs, 1 sur 2 est en claquette avec un caillou chaud. Donc, je rigole à peine, mais est-ce qu'on se rend compte? Est-ce qu'on se rend compte? Rappelle-toi qu'on n'ose plus envoyer un navire dans ces zones-là. Vrai ou faux? Tout le monde le voit. Tout le monde le voit. Tu vois? Ils le savent.
Et nous, on joue les shérifs alors que tout le monde se fout de notre gueule. On a encore quelques années pour arrêter le tir. Tu vois, et ce n'est pas en disant on a le droit de ci, on a le droit de ça, la guerre préventive. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui va se passer tu vois, là, si le Liban s'effondre, la France est perdante. Alors je veux bien qu'on essaye d'utiliser ce dossier de politique étrangère pour faire en fait de la politique intérieure. Mais est-ce qu'on est sûr pour l'intérêt de la France ? Et je remarque que pendant qu'on s'obsède de ça, on ne s'obsède pas de quelque chose qui, là, pour le coup, met les intérêts de la France en jeu, qui est par exemple les affaires du Congo. Ça met les intérêts de la France en jeu. Avec un vrai ennemi de la France, pour le coup, qui est Kagame. Là, pour le coup, on n'a pas un mot. Silence radio. Parce que l'Occident a choisi ce type-là. Très bien, ok. Donc ça veut dire que tout le monde, en fait, se fout de l'intérêt de la France. L'intérêt de la France, c'est que la Méditerranée soit stable. Sinon, ce sera sur nos pompes. Hein. Je rappelle que nous, malheureusement, une façade méditerranéenne, on en a une. Tiens, imagine, au pire des cas, un pays tiers qui pourrait vouloir nous emmerder, mettons, je sais pas, la Turquie, je sais jamais, ou un autre. Met à disposition de l'aide logistique à titre humanitaire pour qu'une partie de Gaza prenne le bateau pour la rive nord de la Méditerranée. On ne sait jamais. Ça peut être la Turquie, ça peut être un autre. C'est déjà arrivé avec les Turcs, puisque c'est pour ça que les Syriens sont c'est pour ça que passés par la Turquie. C'est pour ça que tu vois, je les ai pas choisis totalement par hasard. On fait quoi nous ? Alors que nous, notre obsession devrait être de faire un rivage méditerranéen resolidifié pour faire face à la vague migratoire dantesque qui arrive par rapport aux transitions démographiques subsahariennes. Autrement dit, notre but, ce serait d'avoir une Algérie un peu plus solide que ce qu'elle est, une Libye ressuscitée, alors là, pour le coup, on est quasiment dans Gérard Majax, et une Égypte qui tient debout. Est-ce qu'on se rend compte que mettre l'équilibre méditerranéen en danger aujourd'hui, c'est viser les intérêts de la France ? Est-ce qu'on s'en rend compte de ça ? Et je ne dis pas ça contre nos alliés israéliens, c'est pas du tout ça. J'aimerais qu'il y ait en Israël des gens qui se rendent compte de leur intérêt à long terme. L'intérêt à long terme, ce n'est pas d'être en guerre perpétuelle avec l'ensemble du monde méditerranéen. Tu vois, ça peut pas marcher. Et ça, tu vois, c'est De Gaulle 1967. Elle n'est pas fraîche, la salade. Et je pense, et c'était ce que pensait Ben Gourion, que c'est le seul discours d'allié honnête qui a été donné à l'État israélien. C'est-à-dire la seule fois où quelqu'un a vraiment pensé, en dehors d'un Israélien, à l'intérêt d'Israël, je pense que ça a été le général de Gaulle, vraiment. Tu vois, c'est d'ailleurs le « prenez garde ». Le problème, c'est que ça n'a pas été entendu. Tu vois, je suis pas inquiet pour un... Tu sais, on pense toujours dans cette zone-là qu'il va y avoir une conflagration, tout va sauter. Non, non. C'est pas ça qui est dangereux. C'est le pourrissement lent qui est dangereux. C'est le venin du pourrissement qui est dangereux. Tu vois ? Parce que sera la Méditerranée dans 5 ans, dans 10 ans ? Quand nous, on en aura besoin d'une Méditerranée solide ? Est-ce qu'on aura des États encore viables ? Qu'est-ce qu'on aura quand le maréchal d'Al-Sisi sera plus là ? La Libye est déjà morte. La Tunisie dans 10 ans. L'Algérie dans 10 ans. C'est ça qu'on devrait avoir dans la tête. Et non. On est focalisé sur un truc qui est grand comme Basse-Normandie, Haute-Normandie, Bretagne. Et qui devient un point de fixation et de pourrissement. Qui en plus nous fait régresser, parce que là on en est à légitimer des guerres préventives. Très bien, ok. Dans 10 ans, on s'en prend une dans la gueule. Enfin, pas nous, on est une puissance nucléaire. Mais dans 10 ans, tu peux avoir un pays qui dit jurisprudence. Vous avez le droit aux guerres préventives, nous aussi. Nous aussi. Et c'est comme ça qu'un monde international meurt. Tu vois, voilà, moi je suis quand même relativement inquiet, je te le cache pas. Il y a aussi tout ce que tu décris sur la vision des rapports
entre la France, l'Europe, la Méditerranée, ça suppose aussi une réflexion stratégique, géopolitique qui dépasse celle d'un mandat présidentiel. Là, on voit bien que Macron, il est dans la communication instantanée au jour le jour. Il essaie de montrer qu'il parle à tout le monde. Il parle aux Israéliens. En réalité, je pense que Benjamin Netanyahu n'en a pas grand-chose à faire de ce que Emmanuel Macron peut lui raconter. Et là, pour le coup, c'est pas un procès que je ferai à Netanyahou. Tu vois. Et puis aussi une vision un peu aussi anglo-saxonne, mercantile, cosmopolite de la société. Il voit peut-être pas les choses de la même manière. Bah, si tu veux, tu es au Moyen-Orient. Donc déjà, avant, on avait toute l'ancienne école gaulliste qui était ce qu'on appelait l'école arabe, qui nous a donné de fabuleux connaisseurs du monde arabe. Tu prends un homme comme Chevènement, quoi qu'on pense de lui, il connaît la zone par cœur. Pourquoi ? Parce que c'est un élève de Jacques Berck, grand intellectuel gaulliste arabisant. Bon. Premièrement, on ne veut plus les analyser avec leur culture. Tu vois ? On veut les analyser comme des gens qui ont vocation à devenir comme nous, c'est-à-dire à avoir les traits de la modernité triomphante, donc l'iPhone et la Gay Pride. Bon, très bien. Tu vois, on a les packages qu'on peut. Hein. Tu vois, c'est pas grave. Le monde entier doit finir par nous ressembler. Ok. Pas de problème. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas nous ressembler. Tu vois, depuis des décennies, on n'a pas compris le paradoxe magnifiquement souligné par Régis Debray, qui a vu tout ça avant tout le monde dès 82, quand il dit « Plus vous planterez de Coca-Cola, plus vous aurez d'ayatollah ». C'est aussi, tu vois, nous avons essayé de normer la modernité, de les faire entrer dedans, et de leur retirer le droit de trouver un chemin vers la modernité, un chemin qui leur ressemble. Tu vois ? Ce qu'ils essayent de faire. Tu vois, c'est le sens de la salafia du 19e siècle dans l'islam. Tu vois, ils veulent trouver leur voie vers la modernité. Nous, on leur a dit non, la modernité, c'est Bibi. C'est Bibi qui a dit ce que c'était, et vous serez moderne comme nous. Alors qu'on est ringard, en fait. Hein. Bah, le problème, c'est que là, quand tu vois aujourd'hui ce qu'est Séoul, ce qu'est Beijing, ce qu'est Canton, ce qu'est Hanoï, ah oui, on est ringard, oui. Là, faut être très honnête, l'Asie orientale nous a mis plus qu'un coin dans le coin du bec. Bien fait, tu vois. Parce que l'Asie est arrivée, elle, à trouver sa voie vers la modernité, en nous mettant bien à distance. Bien à distance. Le Moyen-Orient, pour des raisons stratégiques et énergétiques évidentes, nous n'avons pas voulu. C'était ce que voulait Nasser. Hein. Nous aurions pu avoir les meilleurs rapports du monde avec cette zone, en l'aidant à trouver sa voie à elle vers la modernité. On n'a pas voulu le faire. Bon, maintenant on a des cendres en héritage. Or, le souci, c'est que maintenant ils savent que nous, on fait des prières et des moulins à prières. Hein. Macron, c'est ça. Tu vois, Macron, j'en veux même pas à Netanyahou de ne pas prendre au téléphone. Tu vois, non mais, si tu veux, écoutez, le moulin à prière des droits de l'homme, inclusivité, rapport win-win, et à la fin, on va tous faire des Nike, tu vois, c'est déjà un discours saut 1980. Tu vois, le problème, c'est que comme il n'en finit plus de réciter ses fiches à Sciences Po, tu vois, la seule chose, c'est que, ok, d'accord, ils connaissent Fitoussi et Casanova. Voilà, c'est les cours de Fitoussi. Hein. C'est les cours de Fitoussi, et encore, Fitoussi, c'était mieux que ça, mais c'est les cours de Casanova. Oui, d'accord, ok, on aura tous des Nike, on va faire du commerce, et le doux commerce empêche la guerre. Ouais, autrement dit, ça veut dire qu'ils n'ont rien compris à tout ce que l'école de guerre économique, à tout ce que l'IE a fait depuis 30 ans. C'est-à-dire, grosso modo, vous avez pigé rien à rien, en fait. Il y a la réalité des rapports de force, tout simplement. Vous avez, si vous voulez, vous êtes dans le monde irénique des années 80, c'est-à-dire un monde avec des minorités, de l'inclusivité. Bon, en réalité, c'est la chanson de Mickey, « It's a small world ». Ce monde-là est mort depuis longtemps. Freddie Mercury. Tu vois ? C'était pas Mickey ? Non, mais ouais. La vision, oui, non, mais je vois bien les clips des années 80. Ouais, tu vois, ouais. Tu vois ce monde-là est mort. Ce monde-là est mort, et ce n'est pas en le psalmodiant, comme on appelle les morts quand on fait des Ouija et des guéridons tournants. Non, parce que... si, excuse-moi.
Quand tu vois les Occidentaux à l'ONU qui en appellent aux man des droits de l'homme, excuse-moi, c'est les savants du 19e siècle qui faisaient tourner les guéridons. Donc ce n'est rien de plus que ça. Vous compensez par le symbolique ce que vous avez perdu, vous compensez par le symbolique et par le moulin à prière, mais plus personne ne supporte d'écouter vos conneries, et voilà comment ça va se terminer. Or, le monde est en train de se normaliser. On n'a plus qu'une seule vraie carte à jouer, c'est une sorte de grand Westphalie planétaire, et on a les documents pour le faire. On a la charte de la Havane, on a la déclaration de San Francisco sur l'ONU, on a... Voilà. De revenir à des choses simples, un État, un peuple, tout le reste c'est de la littérature. Les équilibres de puissance, ça existe, la diplomatie, ça existe, et finalement, quand tu analyses bien ceux qu'on appelle les BRICS, ce qui est con parce que tu les mets dans un camp unique auquel ils ne veulent pas appartenir. Ils veulent juste avoir leur voix à eux. C'est parce que l'Occident joue l'Occident collectif qu'en face, ils jouent les BRICS. Tu crois sincèrement que la Chine et l'Inde, ils ont envie de se paxer ? Faut arrêter. C'est pas les connaître. Tu vois, parce que sinon, à la fin, tu joues les BRICS contre l'Occident et on n'a plus qu'à se foutre sur la gueule. Faut éviter ça. Tu vois, c'est ce qu'il faut éviter. Or, quand tu vois, qu'est-ce qu'ils te demandent ? Ils te demandent 3 choses. Pas 40, 3. Le respect du droit international classique, donc pas de guerre préventive, pas de droit d'ingérence. 1. 2. La démoralisation de la vie internationale. Vous n'avez pas de valeur surplombante. Vous n'avez pas à nous dire à nous dire ce que le monde doit être. Le monde est une co-création. Vous, nous. Et dernier point, la puissance est un droit. Voilà. Vous n'avez pas à nous dire qu'on pollue, qu'on machin, qu'on n'a pas le droit d'eux, qu'on n'a pas le droit de se développer. Vous nous avez pas demandé la permission. Si tu les regardes bien et honnêtement, ces 3 conditions, si tu écoutes tout le discours chinois, tout le discours hindou, tout le discours russe, tu ne trouves pas autre chose que ces 3 conditions. Est-ce que c'est sincèrement hors de proportion ? Est-ce qu'ils nous demandent de nous auto-avorter ? Est-ce qu'ils nous demandent de nous auto-terminer ? Non. Ils demandent des choses normales. D'ailleurs, les 3 sont totalement d'équerre par rapport à la charte de San Francisco. Les 3. Est-ce que c'est si inimaginable d'écouter ça ? Tu vois ? Est-ce que c'est si inimaginable de se dire, finalement, avant la diplomatie des droits de l'homme et tous les moulins à prière, est-ce que nos rapports avec l'autre n'étaient pas plus faciles ? Tu vois, je veux dire, ils nous en veulent même pas d'avoir nos rapports de puissance. Tu vois, ils disent pas que les Occidentaux sont des salauds, etc. C'est même pas ça. Ils disent juste, nous sommes égaux mais différents. Égaux mais différents. Est-ce que c'est si difficile à entendre ? Le problème, c'est que nous, on régresse. On régresse, on devient, sur le droit des minorités, on est devenu des ayatollahs, c'est-à-dire que, si tu veux, aujourd'hui, si t'en crois l'eurocratie, annuler un référendum, comme on l'a fait en France, ce qui sont des mœurs de junte algérienne, c'est pas grave, interdire une gay pride comme ça a été fait en Géorgie, c'est catastrophique. Ok, enfin, nous allons nous isoler et on va sécher sur pied. Tu vois, tout ça peut nous être évité. Tu vois, c'est ça qui est terrible, Charles, dans l'actualité internationale actuelle. La guerre d'Ukraine, c'est un gâchis. Il y a au moins 300 000 bonshommes qui sont morts pour rien. Gaza, c'est un gâchis. Ce qui va avoir lieu au Liban, si ça a lieu, ce sera un désastre. Peu importe qui gagne, ce sera un désastre. Alors si jamais ça a lieu avec les Iraniens, alors là, on passe du désastre à la tragédie. Mais, tu vois, à un moment, il y a un côté somnambule. Moi, tu vois, c'est ça qui m'interpelle. C'est sur ça que j'aimerais qu'on me donne des réponses. Pourquoi ? Pierre-Yves Rougeron, merci pour cet entretien Merci à toi. revivifiant. Chers abonnés, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de liker, partager la vidéo et d'aller aussi sur la chaîne YouTube du Cercle Aristote.
et de vous y abonner et de vous procurer l'excellent dernier roman édité par Pierre-Yves, le roman jaune. Je vous dis à très bientôt.